Cette semaine à Zone Libre Enquête, doit-on avoir peur de l'impact qu'aura la concurrence chinoise sur notre avenir? Si le taux de croissance 8% se maintient, c'est la fin de notre terre. J'ai fait un déclic incroyable. On va aller chercher l'entrepreneur un à la fois et on va les installer selon leurs besoins en Chine. Un parti totalitaire qui a tous les pouvoirs. Imaginez sa capacité de mobilisation. China today is the wild, wild west of the 21st century. Bonsoir de Shanghai, la capitale économique de la Chine. Je vous présente une nouvelle édition de Zone Libre Enquête. Shanghai, la ville de tous les superlatifs avec sa croissance annuelle de plus de 15 %, c'est une mégacité qui à elle seule symbolise le bouleversement. Certains diront même la menace que représente pour nous l'économie chinoise. Qui ne connaît pas quelqu'un qui a perdu son emploi, une usine qui a fermé, des gens d'affaires qui ont eu un choc ou d'autres qui ont fait fortune à cause de la Chine? Eh bien, depuis quelques mois, avec mes collègues Christina Von Ladky et Francine Tremblay, nous avons cherché à savoir quel sera l'impact de la concurrence chinoise sur notre avenir, mais surtout, quels sont les moyens qu'on devrait adopter pour y faire face. Aux quatre coins du Québec et de la Chine, nous avons suivi des entrepreneurs qui, eux, ont décidé d'affronter l'univers chinois avec tous les risques que cela implique. Ils nous disent tous, vous allez le voir, que si on ne s'intéresse pas tout de suite à ce qui se passe ici en Chine, on risque de rater le bateau de la croissance. Je pense que les gens ne sont pas assez conscients de la vitesse que ça évolue en Chine. Puis je voulais aller voir c'était qui mon compétiteur, c'était qui mon ennemi, je voulais mettre les pieds là-bas. Moi, j'avais toujours comme principe que si on ne va pas les compétitionner sur place, qu'on n'a pas des installations pour les compétitionner sur place, bien, on leur laisse la porte ouverte. Il va falloir se battre. Oui, il va falloir. On est au champ de bataille, les amis. La concurrence est 360 degrés. C'est une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. Aucun secteur industriel dans nos économies ne sera épargné par la menace chinoise. Une combinaison de faibles coûts de main-d'œuvre et de génie manufacturier qui fait que les produits chinois nous envahissent. Mais comment peut-on y résister? En 2005, près de 35 000 emplois ont été supprimés dans l'ensemble des secteurs industriels du Québec, en grande partie à cause de l'invasion des produits chinois de plus en plus sophistiqués. Guy Moisan, un imprimeur de dessin pour les équipements de sport, a réalisé le choc de la concurrence chinoise le jour où son principal client, le fabricant de casques Bell, lui a appris par téléphone une nouvelle catastrophique. Quand Bell, votre principal client américain, vous appelle, qu'est-ce qu'il vous dit? Dans un an, on va acheter tout notre produit qu'on achète de toi, on va tout l'acheter en Chine. C'est ce qu'il nous disait. Prépare-toi. Jusqu'à ce jour, les commandes de Bell représentaient plus de 40 % du chiffre d'affaires de Guy Moisan. La perte d'un aussi gros client risquait de le mener à la faillite. Ici, sur cette pièce-là, avoir juste une flamme qui va embarquer sur le plastique. Serico, une PME de Drummondville, emploie une soixantaine de personnes. Jamais j'aurais pensé que la vague nous frapperait, nous. Jamais. Donc, pour moi, c'était les grosses compagnies qui étaient touchées par ça. C'était pas les petits sérigraphes comme nous, on est. Hein? Et finalement, on a été touchés de plein fouet. Le découragement, il venait surtout quand je voyais mes états financiers à chaque fin de mois. Là. C'est important pour moi que l'on garde le savoir-faire ici. Si Guy Moisan ne trouvait pas une solution à son problème, cela signifiait la fermeture de son entreprise et la mise au chômage de ses employés.
Cette Chine qui menace Guy Moisan, c'est un pays qui a connu depuis 20 ans une croissance 3 fois supérieure à la nôtre. Pour alimenter cette croissance, les Chinois consomment 50% de la production mondiale de béton, 25% de l'acier. Il y a plus de chantiers de construction dans les grandes villes de Chine que dans l'ensemble du monde développé. La Chine est aujourd'hui la manufacture du monde. Les Chinois produisent 90% des DVD vendus à travers le monde, 75% des jouets, 70% des tracteurs. La Chine explose et personne n'ose prédire jusqu'où cela ira. 15% des Chinois, aujourd'hui, s'intéressent et sont capables d'acheter des produits de luxe. 15% de 1,3 milliard, c'est combien? Plus que la population japonaise, déjà. Étudiant contestataire, réfugié à Paris à l'époque des événements de Tiananmen en Chine, le Dr Jiang Su dirige aujourd'hui un centre sur les économies émergentes à l'Université Laval de Québec. Il prépare les hommes d'affaires d'ici à faire face au choc de la Chine. Le pétrole que nous produisons aujourd'hui ne sera plus suffisant uniquement pour les Chinois. Si le taux de croissance 8% se maintient, dans ce cas, la conséquence, ce n'est plus uniquement l'histoire de business, c'est la fin, entre guillemets, de notre terre. On est en train de vivre un contexte inédit. Si le Dr Su peut sembler alarmiste, c'est parce qu'il sait que le gouvernement chinois a un plan. Alors que nous commençons à peine à réaliser l'impact du boom chinois sur nos économies, les autorités chinoises, elles, prévoient que la Chine sera la 2e puissance économique du monde en 2010 et la première économie de la planète devançant les États-Unis d'ici 2050. Le gouvernement communiste chinois a un plan et surtout les moyens de le réaliser. Imaginez un parti totalitaire qui a tous les pouvoirs. Désormais, il mise une seule chose, c'est quoi? Croissance économique. Si le parti met cela au centre de toutes les autres choses, c'est la seule obsession. Imaginez sa capacité de mobilisation. Un des premiers entrepreneurs québécois à réaliser l'importance de la menace chinoise, c'est Laurent Baudouin. Dans une rare entrevue, il a accepté de nous parler de la stratégie de Bombardier en Chine. Bonjour, M. Baudouin. Alors, vous arrivez de Chine? Oui, ça ne fait pas longtemps. Laurent Baudouin se rend pour la première fois en Chine en 1982, au moment où le Parti communiste chinois vient à peine de lancer son plan de réforme économique. À ce moment-là, la Chine, c'était pas la Chine d'aujourd'hui. Il y avait besoin de tout. On voyait qu'à ce moment-là, le monde était en bicycle à pédale, tout le monde était habillé un peu en Mao. On voyait qu'il y avait un potentiel. Les Chinois étaient intéressés par notre technologie, étaient intéressés à ce qu'on s'implique avec leur société ferroviaire. Et en même temps, Power avait quand même développé beaucoup au niveau politique, les contacts à différents niveaux. Grâce aux contacts de Power Corporation auprès des autorités chinoises, Laurent Baudouin réalise très tôt que pour faire des affaires en Chine, il faut avoir le gouvernement chinois de son côté. Mais il faudra plus de 15 années d'efforts avant d'arriver à un résultat. En 1997, la Bombardier Xifang Power, une nouvelle coentreprise canado-chinoise, fait l'acquisition d'une vieille usine d'État à Qingdao, sur la côte est de la Chine. En 1997, j'avais été visiter Qingdao. On partait de loin. C'était réellement là, très en retard par rapport à nous. Après des investissements de dizaines de millions de dollars, l'usine de la BSP est devenue une des plus modernes de l'Empire Bombardier. Elle a surtout permis à la compagnie de s'inscrire dans les plans des Chinois. L'usine a déjà livré 350 wagons de train au ministère des chemins de fer de Chine. Les Chinois disent qu'ils vont acheter d'ici 15 ans plus de 1000 trains avec tous leurs wagons aux entreprises qui seront basées en Chine. Et ils ont l'argent déjà prévu dans leur plan pour payer tout cela. Mais en investissant pour rénover une vieille usine d'État, Bombardier a aussi mis la main sur un atout de taille.
Pour le même type de wagon qu'on fabrique au Canada, ici en Chine, le coût est de 30 à 35% moins élevé. D'où ça vient? Des faibles coûts de main-d'œuvre. Le salaire moyen d'un employé ici est d'environ 400 $ canadiens par mois. Même si on ajoute les repas et le transport qui sont fournis gratuitement, les coûts de main-d'œuvre sont 10 fois moins élevés qu'en Amérique du Nord et les travailleurs beaucoup plus dociles. Les employés en Chine sont habitués à obéir à leurs supérieurs. Il n'y a pas de discussion. Une fois que la direction est claire, tout le monde fait son travail. Le carnet de commandes de l'usine de Qingdao est un reflet de l'ampleur des plans des Chinois. Bombardier fabrique actuellement ici 172 wagons pour le nouveau chemin de fer en altitude qui reliera Pékin à Lhasa, la capitale du Tibet. Dans cette section en rénovation, ils assembleront 40 trains rapides de 8 wagons pour les banlieues des grandes villes de Chine. Mais ce n'est que le début. Au cours des prochaines décennies, le plan chinois prévoit la construction de plusieurs lignes de TGV, des trains à haute vitesse, qui traverseront la Chine du nord au sud et d'est en ouest. La Chine est le plus gros marché émergent au monde dans le domaine des transports. Il faut être ici. En ayant eu le flair de s'associer à une société d'État pour être sur place, prêt à répondre aux besoins des Chinois, Bombardier est devenu la première entreprise étrangère à fabriquer des wagons en Chine. Avec les reins solides que vous avez, ça vous a pris toutes ces années-là quand même pour en arriver à un point de rentabilité. Oui. Beaucoup d'investissement en temps, en argent. Il ne faut pas compter notre temps. Si Bombardier, avec ses ressources financières et ses contacts au plus haut niveau, a dû attendre autant d'années avant de se tailler une place en Chine, comment une petite PME peut-elle faire face à la concurrence chinoise? Quand son principal client lui fait faux bond, Guy Moisan décide de miser sur l'audace. Pour gagner du temps, il lui fait une étrange proposition. J'ai dit, écoute, je veux t'aider à aller trouver un fournisseur en Chine. Garde-nous du travail pendant 2 ans et je m'engage à vous aider à dupliquer une usine, à vous trouver un fournisseur fiable là-bas. Et ça, ils ont voulu. Pour vous, c'était une démarche presque suicidaire? Plusieurs croyaient que c'était suicidaire. Pas pour moi, ça ne l'était pas. J'allais trouver un fournisseur, j'allais sélectionner un fournisseur, j'allais transférer de la technologie. Ma technologie. De toute façon, on allait le perdre de toute façon. Sans le savoir à l'époque, Guy Moisan pose le premier geste essentiel pour tout entrepreneur qui doit affronter la concurrence chinoise. Il décide d'aller voir qui sont ses concurrents. Depuis des années, nos politiciens ont multiplié les missions en Chine pour promouvoir nos entreprises. Des missions qui se terminent chaque fois par des séances de signature de contrats ou de lettres d'entente avec les Chinois. Nous avons voulu savoir ce qu'il advenait de tout cela. Lucien Bouchard a dirigé en 1997 la plus importante mission commerciale jamais organisée par une province canadienne. Je me sens comme un commis voyageur, là, qui met le paquet pour aller chercher le maximum, puis je discute avec tous ceux avec qui on peut discuter. Il semblerait qu'il y ait un marché phénoménal. Pierre Pomerleau faisait partie de la mission Bouchard. Président d'une compagnie de construction, il rêvait des possibilités en Chine. Guy Drouin, un ingénieur spécialisé dans la récupération des gaz polluants, était aussi de la partie. Au téléjournal, il décrivait l'ampleur des besoins des Chinois pour lutter contre la pollution. L'étude de marché ici est facile à faire. Vous prenez l'avion, puis vous regardez le nombre de cheminées et vous avez rapidement calculé le marché potentiel. Ça peut vouloir dire facilement un marché de 100 millions de dollars d'équipement. Au terme de son périple en Chine, Lucien Bouchard exultait. La récolte de contrats et de lettres d'entente avait été fabuleuse. La valeur des contrats et ententes signés dépasse le milliard. Guy Drouin, à lui seul, signait 2 ententes d'une valeur totale de plus de 75 millions de dollars pour la rénovation de centrales au charbon. Pierre Pomerleau, lui, une entente de 40 millions pour la construction d'un complexe résidentiel à Shanghai. Hydro-Québec décrochait le gros lot avec un projet de 350 millions.
Mais qu'est-il advenu de ce milliard annoncé à l'époque par Lucien Bouchard? Nous avons fait enquête auprès des compagnies qui avaient signé des contrats ou des lettres d'entente pour savoir ce qu'il reste de tout cela aujourd'hui. Nous avons découvert que sur le milliard de Lucien Bouchard, la valeur totale des contrats qui se sont vraiment réalisés ne s'établit qu'à 31,5 millions de dollars. Quant aux lettres d'entente qui constituaient la plus grande partie des montants annoncés, aucune d'entre elles n'a eu de suite. Comment expliquer 8 ans plus tard des retombées aussi faibles de la mission Bouchard? Sylvain Saint-Amand faisait partie du voyage. On veut tous contribuer au succès de la mission. On veut revenir au Canada, au Québec, et que tout le monde dit que c'était une bonne mission. Donc, il y a une espèce d'inflation optimiste de nos résultats potentiels, si vous voulez. En 98, nous avons retrouvé Guy Drouin à Montréal. Ici, à la carrière Miron, son entreprise Biothermica récupère le biogaz des déchets enfouis dans l'ancien dépotoir. Après la mission Bouchard en 1997, Drouin n'a réalisé qu'un seul contrat d'une valeur de 3 millions de dollars sur les 75 millions promis à l'époque. En 2002, après avoir rénové une centrale au charbon dans le nord de la Chine, il a eu de la difficulté à se faire payer. J'aurais pu perdre le dernier paiement qui était quand même de l'ordre de 250 à 300 000 $. Pour récupérer ce dernier paiement, Drouin nous apprend qu'il a dû céder la propriété intellectuelle de sa technologie aux Chinois. Il y a tellement de grains de sable qui peuvent faire déraper la chose. Alors, nous, en ce qui nous concerne, on peut dire qu'on a eu 50 de succès. Malgré toutes ces difficultés en Chine, Guy Drouin n'a pas tourné le dos au marché chinois. Pour nous, la pénétration du marché chinois va se faire sur plus que 10 ans. Et à mon point de vue, c'est mes enfants qui vont le faire. Pierre Pomerleau, lui, a commencé un projet de construction en Chine avec un financement garanti par Exportation et Développement Canada et un associé d'origine chinoise. Mais les choses ont mal tourné. Plus le projet avançait, plus les contraintes qui nous imposaient sur la construction devenaient louches. Ce développeur-là avait l'intention de voler aux banques, ce qu'il a fait d'ailleurs. Finalement, tout a éclaté et les banquiers se sont tournés contre lui et ont commencé à le poursuivre. Puis là, il est disparu. Pomerleau s'est retiré du projet avant la fin lorsque le partenaire chinois s'est enfui avec une partie des fonds. Ce projet domiciliaire, nous l'avons retrouvé à Pudong, en face de Shanghai. Il a été complété depuis par d'autres investisseurs. Pomerleau n'a pas été ruiné dans cette affaire parce que son investissement était garanti. Mais il ne veut plus retourner en Chine. Jamais, c'est peut-être un grand mot, mais c'est certainement pas dans le radar actuellement. Notre expansion, nous autres, maintenant, est ici au Canada. Ça va bien. On vit une période économique faste pour les constructeurs qui est bien. En fait, tous ceux que nous avons contactés nous ont dit que leurs espoirs étaient démesurés, mais que la réalité en Chine a été beaucoup plus difficile que prévu. Nous sommes allés rencontrer à 40 km de Pékin un Québécois qui a vécu en Chine depuis le milieu des années 70 et qui connaît les difficultés d'y faire des affaires. Pendant des années, Gervais Lavoie, un anthropologue devenu homme d'affaires, a été la vedette des entrepreneurs québécois en Chine. Il dirigeait les opérations d'Industrie Lassonde, le fabricant de jus québécois qui vendait sa marque Rougemont en Chine. Avec son partenaire de l'époque, Huang Pengsheng, un membre important du Parti communiste local, il nous raconte pourquoi même cette réussite n'a pas duré. Ça, avant, c'était les bureaux en haut. Tout ce qui était bureau en haut est en haut. Avec eux, nous découvrons comme un fantôme
la ligne de production dans l'état où elle devait être quand l'électricité a été coupée brutalement en 2003. L'usine était très moderne, tout informatisé. On produisait plus de 180 contenants de jus à la minute. Tout a commencé en 1993, lorsque Gervais Lavoie, convaincu qu'il y avait un marché pour les jus de fruits en Chine, décide de contacter Industrie Lassonde au Québec. Une coentreprise, Seanoble, est formée avec les Chinois et le succès est immédiat. En quelques années, Lavoie et son partenaire Huang Pengsheng, les deux gestionnaires locaux de l'entreprise, vont ouvrir 3 usines. Ils vont même créer des saveurs au goût des Chinois. En fait, c'était notre nectar de fraise et on faisait 40 à 45 des ventes étaient de la Voyant les profits se matérialiser, les dirigeants de Lassonde au Québec décident de prendre le contrôle des opérations. Et là, ils ont compris qu'ils avaient un marché en Chine, qu'il y avait de l'argent à faire, qu'il y avait des bénéfices qui pouvaient être créés en Chine. Et là, l'attitude a changé. Ça s'est manifesté comment? Là, il y a eu une injection d'expatriés qui, en fait, coûte très cher comparé à la main-d'œuvre chinoise. Et l'investissement dans des nouvelles machines, l'investissement aussi dans des projets de mise en marché de marketing qui coûtaient très cher. M. Huang s'oppose à l'idée de réinvestir les profits pour augmenter la production. Il estime que l'équipement est déjà suffisant pour répondre à la demande. En 2000, mécontent, Huang offre de quitter la compagnie. La coentreprise, Seanoble, s'engage à racheter sa participation en lui versant une partie des profits au cours des années suivantes. Mais en Chine, la compétition devient féroce. Le partenaire chinois étant parti, la compagnie perd des clients. Donc, un plafonnement au niveau des ventes qui s'est fait en 2000, 2001, 2002. Et éventuellement, on est arrivé aussi à plus générer de profit à partir de 2002, où on a fait 0 de profit. Donc, ils se sont dit, bien, pourquoi est-ce qu'on continue en Chine alors qu'au Canada, ça va très bien faire mon opération Chine? Ils voulaient que moi, je ferme les portes. Moi, j'ai refusé, donc j'ai donné ma démission en 2003. Après le départ de Gervais Lavoie, Lassonde met fin à ses opérations en Chine. Mais la manière employée est brutale. La compagnie décide de radier d'un coup ses actifs chinois et d'enregistrer une perte. Lassonde quitte la Chine, selon son partenaire, sans payer ses dettes. Ils sont partis et ils ne m'ont pas tout versé l'argent. Ils me doivent encore plus de 2 millions de dollars américains. Lassonde a suivi la loi, mais pas la morale chinoise. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive de cette usine-là? L'usine appartient maintenant à la banque. Les dirigeants de Lassonde refusent de parler de cette affaire à la télévision. Au téléphone, ils disent qu'ils ont vendu leurs intérêts en Chine en septembre 2003 et qu'ils ne sont pas responsables de la suite. Leur ancien partenaire, lui, a l'impression d'avoir perdu la face. Quand je vais au restaurant, les gens me demandent « Où sont les jus Rougemont ?» Je leur réponds « Je ne sais pas ». Il est impossible de tirer des conclusions sans avoir la version complète des entreprises Lassonde. Mais l'histoire permet au moins de mettre en lumière la nécessité de tisser des liens de confiance en Chine et surtout l'importance de persévérer pour bâtir une relation à long terme. Après avoir perdu son plus gros client aux mains des Chinois, Guy Moisan décide d'aller lui-même en Chine pour explorer le marché. Il est à la recherche d'un partenaire avec lequel il espère produire là-bas. À ce moment-là, je désirais pouvoir vendre des produits qui étaient créés en Chine pour aller rechercher les contrats que l'on avait perdus. Il retrouve un Américain d'origine taïwanaise qu'il connaît.
Norman Chen est établi dans la province de Canton où il manufacture près de la moitié de la production mondiale de casques protecteurs. Guy perdait des clients. Il m'a dit, est-ce qu'on peut faire des affaires ensemble? Je lui ai dit, toi, tu fais des décalques, moi, je suis fabricant de casques. Je ne sais pas comment on peut s'entraider. Lui avait des clients d'envergure qui demandaient beaucoup de graphiques. Norman était intéressé par nos forces, qui étaient notre créativité. Je me disais, j'aimerais avoir un meilleur imprimeur de décalques en Chine, mais je n'en ai pas trouvé. Tout d'un coup, je me suis souvenu d'une conversation avec Guy qui souhaitait avoir une usine en Chine. Alors j'ai pris le téléphone et j'ai dit à Guy, c'est le temps qu'on se parle. Shanghai. Les 9 dragons qui ornent le pilier central de cet échangeur au cœur de la ville sont le symbole de la force de cette mégapole. Jiolong, les 9 dragons, c'est aussi le nom donné par ces 2 Québécois à une petite entreprise qu'ils ont fondée il y a 10 ans. Dès cette époque, Patrick Paradis et Johnny Wu ont eu l'idée d'offrir aux gens d'affaires du Québec un réseau de contacts en Chine. Et les gens me disaient, si on va aller en Chine, on commence par où? Alors j'ai fait un déclic incroyable au moment où j'ai dit que je vais vous le montrer. On va s'incorporer et on va aller chercher l'entrepreneur un à la fois et on va les installer selon leurs besoins en Chine, les accompagner finalement. On a commencé avec 1 000 $ canadiens chaque. On a décidé de venir en Chine parce qu'on voyait dans ce temps-là, en 93-94, on voyait qu'il y avait un gros marché dans le futur. Pour les t-shirts, Johnny, on a quoi? Toronto, 42 000 t-shirts comme ça. L'entrepreneur québécois avait sa place ici. Je l'ai senti dès le premier jour où j'ai mis le pied à Shanghai. Ils sont arrivés ici avec un billet aller simple et un conteneur rempli de paniers d'épicerie. Un premier contrat obtenu de la compagnie canadienne Carry All. Ils voulaient profiter des changements qui se préparaient en Chine. On vendait des paniers d'épicerie aux Chinois alors que les paniers d'épicerie n'existaient pas. Les Chinois avaient la mentalité plutôt européenne, c'est-à-dire de prendre un pain, un poisson à la fin de la journée, à la fin du travail, et d'aller cuisiner un repas par jour. Alors, on a sillonné Shanghai là, du nord au sud pour aller porter des paniers d'épicerie. En fait, on a donné le container que Carry On nous avait donné en consignation. Et les gens nous rappelaient. Et on disait, il vaut mieux enlever des étagères dans votre magasin, mettre des chariots d'épicerie pour pouvoir donner une capacité aux consommateurs d'acheter. On l'a tout vendu. En 10 ans, leur petite entreprise a connu une croissance fabuleuse. Ils ont conseillé des banques, des chefs d'entreprise. Ils ont organisé des missions gouvernementales. Ils ont même vendu un centre de ski intérieur aux Chinois. D'ici à 3 semaines, la neige va être rendue en haut. Déhumidification, c'est fini. Hein. C'est terminé. Qu'est-ce qui a changé, vous diriez, depuis le début? Ou qu'est-ce qui a changé en presque 10 ans d'existence? Avant, la menace n'existait pas. Maintenant, si vous savez que vous avez perdu 22 de votre chiffre d'affaires depuis les 3 dernières années, bien, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le déclic se fait, c'est la Chine. Tous les produits sont vendus made in China. Ça, c'est parti. Ça, c'est juste pour Vancouver. OK, c'est ça, là, que je vais voir aussi. Mais c'est pas dans un processus de développement d'affaires. C'est dans un processus de garder, de sauver la pérennité ou la relève de leur entreprise. 3 ans après avoir lui-même failli perdre son entreprise, Guy Moisan arrive à Dongguan, une ville industrielle du sud de la Chine. Il vient marquer une nouvelle étape dans son association avec son partenaire chinois. La passion me faisait complètement oublier les risques qui étaient là. C'était le tout pour le tout, dans le fond. Dongguan, c'est une ville nouvelle de 5 millions d'habitants. Une ville champignon, née de la révolution économique en Chine. Il y a 10 ans à peine, c'était la campagne ici. Le gouvernement chinois a construit les égouts et les rues pour attirer les investisseurs privés qui, eux, ont fait le reste. China today is the wild, wild west of the 21st century.
How are you, my friend? Good to see you. Moisan découvre pour la première fois sa nouvelle usine, Serico China. Wow. Wow. So nice. Une usine aménagée durant son absence dans le complexe industriel de Norman Chen. C'est le résultat de 3 ans de voyage entre le Québec et la Chine et de négociations entre les deux hommes. Dans ses ateliers, Guy Moisan assurera la production de dessins graphiques pour les casques de Norman Chen et éventuellement pour d'autres clients en Chine ou à l'étranger. Here, you have an opportunity to create something out of nothing. En 10 ans, Norman Chen a bâti Strategic Sports, une entreprise de 3500 employés. Guy n'est pas un homme d'affaires typique. Il m'a dit, « Norman, je vais faire tes décalques. Tu as besoin d'aide. Tes casques sont beaux, mais les dessins sont horribles. » Notre relation a commencé comme ça. J'ai pris ces décalques sur mes produits et mes clients m'ont dit, « Wow! » Ici, j'ai une liberté que je ne pourrais pas avoir ailleurs. Donc, si je décide de venir ici pour passer 2 jours à développer ici, je peux le faire. Guy y gagne parce qu'il n'a pas à gérer une usine qui est à 6000 milles de chez lui. Ensemble, ils ont créé un modèle de mondialisation. Le graphisme des casques est conçu dans l'usine de Guy Moisan à Drummondville. Les décalques sont moulés sur les casques à l'usine de Dongguan. Et toute la production est écoulée par le bureau des ventes à Hong Kong. Sur un casque de motocyclette fabriqué ici, les coûts de main-d'œuvre représentent 30 des coûts de fabrication. En Occident, le coût de main-d'œuvre, c'est 70 du total. À Drummondville, cet employé est payé 10 $ l'heure pour opérer sa ligne de production. Dans la nouvelle usine de Dongguan, ils sont 3 pour faire le travail. Mais même à 3 par machine, l'opération coûte 5 fois moins cher. Les employés de l'usine sont payés l'équivalent de 150 à 200 $ canadiens par mois, un salaire plus élevé que la moyenne en Chine. Les plus jeunes ont entre 16 et 17 ans. Ils viennent souvent du même village ou de la même région à des centaines de kilomètres d'ici. Ils sont logés et nourris par l'employeur. Ils sont ici pour profiter du boom économique et ils sont exigeants. Si on n'augmente pas nos salaires, on perd nos travailleurs. Et si on ne les nourrit pas bien, ils vont traverser la rue et aller travailler dans l'usine d'en face où on leur donne un œuf à chaque repas. Mes parents sont originaires de Chine. Si mon père n'avait pas fui à Taïwan avec Chiang Kai-shek en 1949, je travaillerais moi aussi aujourd'hui dans une de ces usines. Mais est-ce que vous savez combien sont les salaires? J'ai une vague idée. Mais dites-moi, je suis curieux parce que je le sais, moi. J'ai, honnêtement, non. C'est intéressant. C'est intéressant. J'ai entendu 50 sous de l'heure. Oui, mais qu'est-ce que ça vous fait de savoir ce prix-là, disons? En tant qu'entrepreneur canadien, j'essaie juste de tirer transformer une menace en opportunité. C'est tout ce que j'essaie de faire. Et si on est capable de prendre cette menace-là, de la transformer en opportunité pour nous et même réussir à contribuer à l'avancement des gens ici, ben misère, je trouve que c'est pas si mal. En essayant d'en savoir plus, nous découvrons que même la question de la propriété de l'usine n'est pas très claire. Légalement, ouais. Mais dans notre poignée de main, oui. Éventuellement, cette facilité-là sera à Guy Moisan. En partie. On va être partenaire.
C'est encore en négociation. Et c'est très long, hein? Sans le savoir, Guy Moisan vient d'affronter une des principales difficultés pour les étrangers en Chine, le manque de clarté des règles. Dans un pays où les affaires se concluent souvent sans contrat écrit et où la confiance mutuelle peut comporter des risques. La concurrence chinoise ne frappera pas seulement nos industries plus fragiles. Le pire est à venir. Bientôt, c'est l'ensemble de notre production manufacturière qui sera menacée. Pierre Filion représente 800 entreprises québécoises dans l'industrie des plastiques. Depuis 2 ans, il ratisse la Chine. Il veut comprendre les stratégies des Chinois pour mieux les affronter. Nous l'avons retrouvé dans cette usine en banlieue de Shanghai. J'ai une trentaine d'entreprises de visitées industrielles dans le plastique et 100% de ces entreprises-là que j'ai visitées dans le cadre de la dernière année me disent tous que d'ici 3 à 5 ans, leur stratégie de commercialisation, c'est d'être sur les marchés en Amérique du Nord. Dans cette usine, on fabrique des composantes de plastique que l'on produit aussi au Québec. Mais ici, les coûts de fabrication sont beaucoup moins élevés. Les ouvriers travaillent 12 heures par jour, 6 jours par semaine, pour un salaire équivalent à 100 $ par mois. Si on veut se battre avec la Chine, au niveau d'entreprise comme on voit ici, écoutez, la bataille est perdue d'avance. Allons dans les produits à valeur ajoutée. Allons dans les produits où on demande de plus en plus de connaissances. Branchons-nous sur le futur au lieu d'être d'une entreprise de fabrication, de production traditionnelle. C'est de voir comment est-ce qu'on pourrait développer des compétences nouvelles. Donc, transformer nos entreprises de centres de production en centres d'intelligence d'affaires. This is some of the sample of our windows we have done, we made in China. Alors, quand on est rendu dans une industrie où est-ce qu'on développe des nanomatériaux, des nanoplastiques, des nanocomposites, des biopolymères, donc on commence à travailler vraiment au niveau du savoir. Pierre Filion a compris que pour résister à ces milliers d'entreprises chinoises qui se préparent à envahir le monde, il faut à tout prix que les fabricants québécois maintiennent une avance technologique. Mais comment conserver cette avance quand les Chinois sont reconnus comme des experts en espionnage qui ne respectent pas les brevets industriels? C'était un autre défi de Bombardier en Chine, ne pas livrer tous ses secrets aux partenaires chinois. Bien sûr qu'on prend des mesures. On n'importe pas tout en Chine. Bombardier a tracé une ligne rouge entre ce qu'on garde en Europe ou au Canada et ce qui vient en Chine. C'est simple, on ne transfère pas tout en Chine. C'est très difficile, mais c'est un peu inévitable. Je pense que ce qui est plus important pour nous, c'est de développer un partnership avec eux qui est valable et non pas réellement de travailler de méfiance en dire à quel endroit qu'est la ligne rouge. Mais les Chinois se contenteront-ils de ce partnership dont parle Laurent Baudouin? Nin Dezhong, le partenaire de Bombardier en Chine, lui, envisage déjà ouvertement le jour où il se passera des services de Bombardier. Nous avons un plan pour la production locale, un plan approuvé par le gouvernement. Mais cela prendra du temps, étape par étape. Peut-être dans 5 ou 10 ans. Les Chinois voient loin et ils sont prêts à être patients pour atteindre leur but. C'était au tour de Jean Charest en 2005 de faire une marche symbolique sur la muraille de Chine. Mais en dirigeant lui aussi une imposante délégation commerciale, allait-il répéter les mêmes erreurs que ses prédécesseurs? Même si le protocole ressemblait aux missions précédentes, cette fois les déclarations étaient plus modestes. Depuis notre arrivée, on a eu 22 séminaires, 1292 personnes, 559 rendez-vous, 102 visites industrielles, vingtaine d'ententes de coopération et de partenariats conclus entre entreprises. 8 ans après le fameux milliard de Lucien Bouchard,
pas de montant faramineux, ni de contrat concluant. On a tiré des leçons des missions passées de 97 et de Team Canada, parce que Team Canada mettait beaucoup l'emphase sur la signature d'ententes, sur l'annonce d'emploi. Et on sait que peu importe les gouvernements, que ces ententes-là sont fragiles. Souvent, il n'y a pas de suite. Or, c'est justement cela le problème. La plupart des gens qui font affaire avec la Chine disent que nos gouvernements n'ont pas assez de ressources sur place pour les aider à faire face au plan chinois. À partir du moment où la mission est terminée, il ne faut pas appeler le ministre Charest pour faire des affaires en Chine. Il faut appeler des partenaires. Il faut aller sur le terrain. Il faut continuer la démarche avec les Chinois. Malgré toutes les promesses des politiciens, les efforts déployés en Chine par le gouvernement du Québec sont minimes. Le Québec ne dispose actuellement que de 2 représentants permanents en poste en Chine. En comparaison, la Suède, qui a une économie de taille comparable au Québec, compte 32 diplomates sur le terrain. Un pays si grand comme la Chine, si compliqué comme la Chine, si, entre guillemets, concurrentiel comme la Chine, on ne peut pas faire des trucs, faire des activités ponctuelles. Il faut qu'on ait un ensemble d'activités gouvernementales ou les autres beaucoup plus soutenues, beaucoup plus, je dirais, permanentes. En fait, autant pour les grandes entreprises que pour les plus petites, la bataille ne sera jamais complètement gagnée contre la Chine. Il faudra y mettre les moyens et le temps presse. On a une job de body à faire. Il va falloir qu'on devienne les meilleurs au monde. On a une fenêtre de 10 ans. Il ne faut pas regarder la Chine là, comme si c'était un problème dans 15-20 ans. Le problème, là, il est actuel. Depuis notre passage à Pékin, Gervais Lavoie a ouvert la première boutique en Chine de la marque québécoise Fruits et Passions. À Drummondville, Guy Moisan, lui, a réussi à conserver tous ses employés. En Chine, ça serait pas moins cher? Pendant un bon bout de temps, on va pouvoir le fabriquer ici. Mais la menace va venir, c'est sûr, mais on est prêt. Aussitôt que la menace est là, on est prêt. Et ici, on fera autre chose. Ouais. Mais une nouvelle surprise l'attend en Chine. Norman Chen pourrait déménager sa production ailleurs dans le pays. Cette région devient de plus en plus chère. Un jour, je n'aurai plus le choix. Je devrais relocaliser mes usines ailleurs, à l'intérieur de la Chine. À Montréal, Pierre Filion a révélé à ses membres son plan pour résister à la menace chinoise. Toutes les entreprises sont invitées à participer à notre riposte et atteindre le niveau de classe mondiale. On part avec une grande offensive au début 2006. Après les trains, Bombardier espère convaincre les Chinois d'acheter son nouvel avion de 100 places, en le fabriquant en tout ou en partie en Chine. Vous avez le choix à dire, est-ce que vous allez être en Chine ou vous ne serez pas en Chine? Et si vous n'êtes pas en Chine, je pense qu'au point de vue mondial, vous avez un désavantage énorme. Ici Radio-Canada.